Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Ouverture philosophique. Série Art vivant. Co-dirigé par Jean-Marc Lachaud, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et par Martine Malleval, maître de conférences à l'Université de Lorraine. La série Art vivant a pour objectif de publier des ouvrages individuels ou collectifs, affirmant des partis pris esthétiques et artistiques critiques. Les champs privilégiés concernent le développement de pratiques transversales, qui bousculent les repères établis et les normes à partir desquelles était jusqu'alors appréciée et évaluée la création scénique, qui efface les frontières reconnues tant d'entre les arts qu'entre ceux-ci et d'innombrables petites formes et qui facilite le déploiement d'un art scénique hors limite. La représentation et la mise en scène de corps indisciplinaires, qui s'insurgent contre les conventions dominantes et fomentent d'intempestifs débordements salvateurs, en bricolant sans modèle préétabli et en dérobade constante, de troublantes et de provocatrices figures en tension. Les rapports complexes entre esthétique et politique, les nouvelles formes d'engagement et l'analyse de démarches, d'œuvres et de spectacles radicaux qui, refusant la logique de la domination et la soumission aux aliénations contemporaines, participent à l'émergence d'une esthétique de l'émancipation. Dernière publication. Martine Malleval sur la piste des cirques actuels, 2014. Cécile Boët Cinéma et politique en Syrie 1970 à 2010, 2014. Marc Jiménez Dire. L'art entre fiction et réalité, 2014. Cyril IASCI Le corps qui reste. Travestir, danser, résister. 2014. Esmélis TEZKAN Vidéo et identité. Pratique d'artiste au Brésil, en France et en Turquie, 2014. Yvain von Stebut inventer son métier à la banlieue de l'art, 2014. Simon Hagman penser les médias au théâtre. Les avant-gardes historiques aux scènes contemporaines, 2013. Eleanor Willow Light Show psychédélique de San Francisco. LSD, Art et Rock'n'Roll 2013. Du même auteur. Avec les cils comme rideau, annotation sur la représentation en général et la photographie en particulier, édition. Locaux, apparaître courant 2015. Limon, texte poétique écrit pour la monographie du photographe Rémi Guérin, publication bilingue, édition. Locaux 2014. Pour un voir en fuite, apostille sur la représentation en général et la photographie en particulier, avec 7 photographies de Delphine Mangeard, édition de la nuit 2013. La photographie comme métaphore d'elle-même. Corps et visage de l'image photonique, édition. L'Harmattan Coll. Ouverture philosophique 2012. Au bord du visible, l'indicible, notule sur la représentation en général et la photographie en particulier, avec 6 photographies de Lionel Julian, édition de la nuit, 2010. Remerciements. Cet essai s'inscrit dans le prolongement d'un premier ouvrage, La photographie comme métaphore d'elle-même, publié dans cette même collection, Ouverture philosophique, en décembre 2012. Ces 2 volumes sont des sommes remaniées d'une thèse de doctorat. Ce sont les premiers lecteurs de ces écrits que je tiens tout particulièrement à remercier pour leurs remarques diverses, leurs retours multiples, leurs critiques, leurs savoirs. Je nomme ici Bernard Salignon, Frédéric Malaval, Rémi Baudouy, Alain Charrère-Méjean et Racinto Lagera. Je remercie également pour leurs questionnements et leurs pertinentes appréciations, les étudiants des différents lieux d'enseignement dans lesquels certaines de ces approches ont été développées. Je pense en particulier aux étudiants des départements de sciences de l'art, d'art du spectacle, de philosophie et de psychologie d'Aix-Marseille Université, à ceux du département cinéma et théâtre de l'université Paul-Valéry Montpellier III, et à l'auditoire, toujours très singulier, dont j'ai aussi fait partie en tant qu'étudiant, de l'école de photographie Images ouvertes, et à son directeur ami Serge Gall. Dédicace. À ma mère, Evelyne Belly. Pour la passation des lettres. À mon père Pierre Brunel. Pour l'héritage de la photographie. Citation. Il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Fernando Pessoa. Tous les lieux sont comme la découverte d'un seul.
Enfoui, qui est en nous. Roger Munier. 1. Ouverture. 1.1 D'essence à l'essentiel. Je respire ce que je vois. Une rencontre sensorielle. Il y a dans la relation avec l'image photographique, un moment de rencontre purement sensoriel, accès direct, pure embrasure. Ce moment liminaire est un temps harmonique. Il s'apparente, bien qu'infiniment plus court, au laps-temps pendant lequel l'orchestre, déjà en place dans la fosse, s'accorde. Cette musique n'est pas encore musique, il ne s'agit que de sons qui cherchent à s'unir, à s'accorder collectivement. Réunion cacophonique fondamentale à la partie symphonique à venir. Bien que cet instant soit hors représentation, il est néanmoins profond, prenant, important et correspond pour nous à l'image rétinienne. Une inscription purement optique, pas encore jouée, pas encore articulée intellectuellement. C'est à partir de ce stade de l'image que les 3 textes regroupés dans le chapitre œil et perception s'articulent. Ils entreprennent quelques questions intrinsèques à la perception, à l'optique et au regard, en se focalisant sur la partie manquante de l'image, tâche aveugle, le creux de l'image, absence, son vide persistant et non spécularisable et tous les enjeux qu'elle met en jeu chez le regardeur. Ces textes insistent sur le fait que l'image tient par ce qui lui échappe. Voir c'est perdre, Orphée en sait quelque chose. Et c'est souvent pour ne pas dire toujours, comme c'est le cas chez le collectionneur lacanien, ce qui manque qui a le plus de valeur et par là même entretient le désir, alimente l'imaginaire et ses écarts chimériques. L'image photographique, parfois plus que les images non indicielles, démarre la quête d'un plus rien, d'un plus là, d'un trou autour duquel tout s'articule. Elle tient effectivement par ce qu'elle n'arrive pas à proprement circonscrire, par ce qu'elle ne maintient pas avec fermeté, par ce qui d'elle s'élève, s'évapore, s'envole, un véritable moulin à vent. L'image n'a cesse de muter. Vision intérieure. Tout regard esthétique a quelque chose de narcissique. Traverser une œuvre est un événement spéculaire ainsi que les 2 textes du chapitre consacré à ce dessin, projection, participation et identification, esthétique de l'Einfühlung, le retrace. L'œuvre n'a d'existence et d'importance qu'à partir du moment où elle est investie par un regard. La boucle de vision entre le sujet regardant et l'image regardée ne prend de valeur et d'ampleur qu'à partir du moment où la surface iconographique touche intérieurement le sujet. C'est ce que la notion d'aura, propre à Walter Benjamin, permet elle aussi d'établir car elle convoque des préceptes et des conditions phénoménologiques qui désignent avec finesse une attitude esthétique à avoir et une aptitude psychologique à adopter. Ce que nous verrons dans le chapitre intitulé Topique phénoménologique, de l'aura au Erkennung. Le tableau fait effectivement miroir. Il est un support de projection qui suppose une réintrojection. Le sujet se contient potentiellement dans l'œuvre. Il est spécifiquement question de projection, d'introspection, de jaillissement, de rencontre. Sonder une production esthétique équivaut à évaluer l'activité psychique, l'esprit humain. Nous ne prétendons pas connaître pleinement ce dernier, nous l'interrogeons encore, nous questionnons toujours, mais une chose nous semblera quand même acquise à travers la lecture de ce second texte du chapitre, dans la profondeur de l'image, l'homme intérieur, être-image. L'homme possède 2 êtres. Un être extérieur, animé par le sensible, un être intérieur, courtisé par l'intelligible. L'un présente plus qu'il ne représente alors que l'autre représente plus qu'il ne présente, mais quoi qu'il en soit, les 2 participent au rapport avec les choses du monde et avec le monde. De leur croisement découle un voir tourné vers le dedans, ce que Plotin nomme la vision intérieure, laquelle place le sujet dans ce qu'il voit, l'affiliant presque génétiquement à ce qu'il voit ainsi que le propose le philosophe dans le traité 6 de ses Énéades. Une sorte de phénoménologie de l'empathie guide ainsi le regardeur. Il peut à ce titre méditer sur un devenir image, être à l'ouverture de l'image à soi-même en lui accordant sa présence, en lui offrant un être. Tels sont, dans les grandes lignes, les enjeux des textes constitutifs de ce chapitre sur la participation du regardeur. De la cire platonicienne au Wunderblock freudien. En Grèce antique, le terme de symbolon, symbole, désignait une pièce justificative d'identité, un objet de reconnaissance, objet à l'origine coupé en 2 permettant ainsi l'identification par assemblage des 2 parties séparées. En photographie, autre forme de coupure, autre forme de symbolon,
l'identification de l'autre morceau est plus délicate, moins immédiate. Elle permet certes aussi de retrouver, d'identifier, de reconnaître les choses, mais elle demande une restauration partielle voire totale de la pièce perdue. Trace du passé, trace passée, elle ne se recolle pas forcément avec aisance à ce dont elle a été détachée. C'est une mémoire étrange, une mémoire négative. Les choses sont là, parfois dans leur contraire, parfois partiellement, parfois écrasées par l'image elle-même. Les liens que le médium tisse avec la mémoire sont très complexes, ambigus. L'inscription photonique a quelque chose de similaire avec l'inscription mnésique. Ces deux modes ont en commun des formes variables de latence, d'inversion, d'obscurité, de rétention. Tous deux travaillent la mémoire, avec la mémoire, pour la mémoire, contre la mémoire. Pour ce qui est de la photographie, nous verrons qu'elle est une mémoire en attente, une entité sans combustible, quelque chose d'inerte qui n'a pas de savoir, juste un savoir, mais qui pourtant recèle des secrets. De la cire platonicienne du tête-à-tête à celle du Wunderblock freudien, le mode d'inscription et sa conservation divergent. Qu'en est-il de l'écriture photonique? Quel est son mode mnésique? Nous constaterons, à travers les deux textes de l'espace du scribe, que la mémoire offerte par la photographie correspond plus à une remémoration qu'à une réminiscence, premier point, et second point, que son mode de sauvegarde durable a fort à voir avec l'inconscient. La caverna obscura. Freud, avec ses patients, arrivait à voir avec ses oreilles. Nous, avec les images, avons parfois de la peine à voir avec nos yeux. Nous parlons bien sûr d'un voir de compréhension et pas d'un simple voir de constatation. L'exemple platonicien du livre 7 de la République en est un témoignage notable. Ce lieu du voir mais surtout du paraître, dans lequel la lumière artificielle institue une certaine facticité des choses et du monde, édifie comme nous le savons le leur, il cristallise le fourvoiement, stigmatise l'égarement et l'illusion. La philosophie platonicienne, et la philosophie en général, se sont toujours intéressés à la lumière du paraître et du voir. À travers ce livre 7, le lieu d'émergence du voir, l'endroit de l'apparaître, l'espace dans lequel et surtout par lequel nous insistons, les choses se mettent en vue en se dénudant, en s'allégeant, demandent à être examinées, sans doute que quelque chose de l'ordre de la Lichtung, plus que de la lumière proprement dite, se tient tapis là-dessous. Les réflexions initiées dans le premier volume de ce travail, la photographie comme métaphore d'elle-même, corps et visage de l'image, ont longuement cherché à établir les contours et le mode du lieu de l'apparaître de l'image photonique avec plus ou moins de réussite. Tantôt du côté du monde efférent, tantôt en mouvement insécable, tantôt et essentiellement dans l'homme intérieur. Nous avons bien compris que ce point de jaillissement qui donne aux choses présentes leur présence est difficile à cerner, ardu à jauger, incommode à préciser. Les mots manquent pour le définir. La pensée d'Heidegger est sans doute l'aide la plus précieuse dans ce domaine. En activité constante dans l'œuvre d'art, et pour nous dans l'image photographique en particulier, cette mise en œuvre de la vérité, car c'en est une, se loge dans le seul intellect. Il y a donc fort à faire pour que la vérité soit vue, ou plus exactement soit dévoilée. Ne perdons pas de vue l'aletheia, le dévoilement, la manifestation, le non caché, le découvert, et qu'ainsi l'être de l'étang soit encore plus contouré, et non contourné comme le fait le prisonnier de la caverne platonicienne devant les sciarafis. Cet ultime chapitre s'attache précisément à réfléchir sur ce croisement entre la photographie et cette fameuse allégorie de la caverne. Deux supports élus pour questionner ce qui à partir du noir sourd dans le visible, ce qui jaillit à la vue hors de sa cache. Nous parlons là du dévoilé maximum, de la vérité. Nous verrons ainsi que les possibilités d'appréhension et d'évaluation de ces questions par la logique du tandem caverne-photographie mettent en acte un potentiel déplacement sur l'échelle ontologique platonicienne, lequel accroît l'idée qu'une chose se connaît par sa cause. Avec l'image en général et l'image photographique en particulier, nous comprenons que la présence des choses revient à notre présence aux choses, attendu que nous sommes et que nous séjournons dans les choses, ce qui représente le thème majeur des pages à venir. 2. Œil et perception. 2.1 La question de la perception visuelle. Percevoir veut dire tenir solidairement un présent et une présence. Or, il n'y a pas d'autre authentification dans la photographie que la force de l'apparaître et la foi perceptive qu'elle détermine. Un outil de choix.
La question de la perception visuelle balise l'histoire de la photographie. Plus proche de l'introspection scientifique que d'une extériorisation artistique, la photographie fut, pour certains opérateurs passionnés, l'outil de prédilection pour ausculter le monde du visible. À l'instar d'Étienne Jules Marais, d'Edward Muybridge ou d'Albert Lond, représentants historiques de la chronophotographie, nombreux sont les opérateurs qui ont utilisé dès le dernier quart du XIXe siècle le médium photographique à des fins scientifiques et ou analytiques. Au-delà du bien fondé et de l'efficacité de pratiques telles que la chronophotographie, la microphotographie, la macrophotographie, la métrophotographie, la radiographie, la photo aérienne, voire de l'anthropométrie signalétique de Bertillon, ou même des cartographies de la Lune, certaines escapades dites scientifiques prirent des allures totalement burlesques. Pensons par exemple aux optogrammes, ces photographies faites de l'intérieur de la rétine de victimes assassinées dans lesquelles quelques farfelus entretenaient l'espoir d'obtenir l'image de la scène du crime et de l'assassin lui-même. Ou encore, les ectoplasmes de la photo spirit. Sombre photomontage présumé dévoiler la présence d'âmes désincarnées. Bizarrerie en accord avec la fameuse lumière de l'âme, ou autre force vitale, et invisible fluidique, que le docteur Hippolyte Baraduc prétendait enregistrer sur ses plaques photosensibles. Baraduc a même poussé son entreprise de captation des émanations de l'âme, jusqu'à travailler sans lumière et sans appareil. Bref, la question du visible et de l'invisible a parfois rebondi hors limite avec la photographie. Il est vrai que l'avènement d'un système d'enregistrement mécanique du visible, permettant de surcroît l'inscription des ondes électromagnétiques en marge du spectre visible, ultraviolet, rayons X, infrarouge, a dû créer une forte secousse sur les esprits de l'époque. Et cette frénésie du visible, aussi loufoque a-t-elle pu être, fut proportionnelle et entretenue par les possibilités techniques croissantes de l'appareil photographique. De par sa capacité à fixer ce que l'œil voit sans voir, elle devint très vite le partenaire idéal d'une visibilité extensible au-delà du visible même. Les recherches respectives et successives, appliquées par exemple à la décomposition du mouvement, donnent en effet une vision de la chose observée que la continuité temporelle du monde nous interdit de voir. La globalité réduite pour l'occurrence au parcellaire enseigne, documente et révèle l'essence du mouvement. En outre, la photographie dépasse dans sa monstration le seul voir de constatation en ce sens qu'elle permet une visibilité qui se situe au-delà de la simple réalité enregistrée. Elle clame, du fait de son inscription photonique et de l'acte de représentation, la mise à nu d'un sous-monde qui requiert le dévoilement de ce qui se tient en retrait de l'image vue. Il incombe donc à la perception d'affiner la rencontre, d'organiser la visite de cet espace de silence. C'est la raison pour laquelle, en amont de l'œuvre elle-même, la perception fait présentement l'objet d'un questionnement. Voir ses pensées. Un succinct détour étymologique indique que perception, en latin perceptionis, signifie action de recueillir, de récolter. Ce terme dérive de perciper, percevoir, lui-même issu de per par, et caper prendre, concevoir, capter. Perciper exprime l'action de saisir par les sens, de comprendre et concrètement de recueillir les fruits d'une chose. Le sens intellectuel concerne l'acte par lequel le sujet prend connaissance des objets qui ont fait impression sur ses sens, d'où vient par extension l'acceptation de ce que l'esprit reçoit. Ce sens donné pour intellectuel est indissociable de l'action sensorielle. Nous ne pouvons ouvrir les yeux devant une chose sans que s'enclenche instinctivement la pensée. Son omniprésence analytique, aussi infime soit-elle, semble collée, attachée, associée au processus oculaire. Comme il serait pour l'homme étrange et unique à la fois, de voir avec son seul corps physique. Mais comment, pour des êtres de la pensée et du logo, imaginer une telle aptitude? Est-il possible, sur la durée, de maintenir aisément dissocier voir et savoir? Pas vraiment. La spéculation symbolique s'établit dans le temps même du regard. L'homme n'a pas réellement le temps d'avoir une expérience directe du monde qui l'entoure. Il met malgré lui en place, consciemment et inconsciemment, un déplacement du centre de vision au centre d'intérêt. La pensée, sa pensée, lui ordonne, arrange et impose ses impressions par-delà l'action de son mode perceptif. Ce qui n'empêche pas de spéculer et de revenir sur la virginité du voir. L'ensemble des interférences patentes infligées à la réception par la pensée et les données qu'elle accumule, ne facilite pas la neutralité,
voire la simplicité du regard. Le matériau cognitif devient même non perceptif à partir du moment où la pensée a transformé les percepts bruts en concepts. En fait, de ce sens dont nous sommes pourvus, la vision, nous n'exploitons qu'une partie minimale. Une large part, laissée en friche, est suppléée par des unités symboliques, des unions, des compléments d'information déjà là qui occultent l'avènement d'un regard simple, pur et étendu dans le temps. Mais il est bien plus court d'user de symboles tout inventés, que d'en être inventeur comme on y est forcé lorsqu'on est pris au dépourvu, ainsi que le remarque Diderot dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Maintenir la rencontre visuelle en marge des altérations que causent parfois les relais conceptuels, permet parfois de rencontrer, de discerner, de recueillir les fruits de la chose vue laquelle serait alors véritablement perçue. Le vu se ferait ainsi à l'insu du su, dans l'insu. Sur les conseils de Rilke. Bien entendu, une telle conception de la perception peut paraître utopique. Ces préceptes n'ont rien de tangible et demeurent spéculatifs. Tout ceci relève plus de l'affectif que de l'effectif, nous en convenons. Mais cependant, cette perception volontairement ajourée rejoint un chemin que bien des penseurs, philosophes, poètes, artistes et non des moindres ont en leur temps tracé et que d'autres dans leur pas entretiennent encore aujourd'hui. C'est, rangé dans l'ombre de ce brillant cortège que nous suivons sa voie. Les quelques mots à venir de René Maria Rilke affirment cette posture dichotomique, laquelle fait face à l'œuvre, tout en tournant radicalement le dos à la doxa. Ces phrases témoignent également de l'intimité, de la fragilité et de la validité d'un tel espace perceptif ainsi que de son bien fondé. Lisez le moins possible d'ouvrages critiques ou esthétiques. Ce sont, ou bien des produits de l'esprit de chapelle pétrifiés, privés de sens dans leur durcissement sans vie, ou bien d'habiles jeux verbaux. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Donnez toujours raison à votre sentiment à vous contre ces analyses, ces comptes rendus, ces introductions. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment, mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez avec humilité et patience l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. L'art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Sans doute que l'archet de ce fonctionnement, de cette accommodation, de cette admirable option perceptive, se trouve en grande partie dans le fragment 59 d'Héraclite. L'harmonie cachée surpasse l'harmonie visible. L'approche visuelle profilée depuis quelques pages se rapproche à grands pas de l'entreprise phénoménologique. Sans basculer entièrement dans une connaissance de la connaissance, elle recouvre néanmoins cette même méditation sur la connaissance. Elle met pareillement entre parenthèses une culture, une histoire, elle reprend aussi tout savoir en remontant à un non-savoir radical. Raisons pour lesquelles elle rejoint logiquement la phénoménologie, cette philosophie dont l'effort est de retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui donner enfin un statut philosophique, ainsi que le souligne Merleau-Ponty. C'est un compte-rendu de l'espace, du temps, du monde vécu. C'est l'essai d'une description directe de notre expérience telle qu'elle est. Le caractère du voir simple, direct et fondamental, modelé jusqu'ici, se retrouve bien dans cet axiome. Voir ses pensées d'eux. Pour revenir sur le sujet initial, et plus précisément sur l'ordre de l'évolution sensorielle et intellectuelle du regard, il faut bien admettre avec lucidité que, bien qu'une dissociation du percevoir et du raisonner ait été abordée, il n'en reste pas moins que la perception visuelle et la pensée visuelle ne font qu'un. La superposition des deux est fusionnelle, instantanée, malaisément dissociable. Voir ses pensées, il en est ainsi. Et la réciproque est aussi vraie dans la mesure où, comme nous le retrouvons chez Aristote, jamais l'âme ne se pense sans image. Une allégation que fait également rebondir Paul Klee, quand il énonce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qui se passe quand une personne regarde le monde directement et quand elle pense les yeux fermés. Cependant, sous la coupe de la pensée visuelle, les choses en tant que choses ne sont pas réellement touchées, tout juste effleurées. Ce qui est atteint à travers elles, c'est seulement notre manière de les percevoir, ce qui représente déjà beaucoup. Le sensoriel visuel se projette en somme à la rencontre de ce qui, dans la chose, ne se voit pas, à savoir, un futur intelligible. La perception visuelle apparaît donc comme un vecteur de débordement, d'expansion.
Elle engage le visible dans la recherche d'une clarté qui se situe bien au-delà de la seule et simple apparence des choses. Que le regardeur passe d'un empan perceptif, lequel correspond au reste distinct de ce que récolte un regard furtif et unidirectionnel, temps d'observation limité sans mouvement oculaire, à un empan dynamique, un rendement perceptif plus global, champ de vision incluant un temps et un déplacement du regard, et germe irrémédiablement cette pensée visuelle qui fait que la chose est regardée, mais qu'elle est vue autre, ailleurs, différente. Elle n'est pas ou plus ce qu'elle est, ou a été, mais ce qu'elle est pensée. Michael Dufresne écrit au sujet de l'ambiguïté de l'objet perçu que il est cet objet que je perçois parce qu'il m'est présent, mais en même temps il est autre chose. Il est cette réalité étrangère que la perception n'épuise pas. C'est ce que nous cherchons à dire avec sans doute moins de clarté et d'autorité. Ce même genre de progression visuelle devant l'objet se retrouve aussi, et encore avec Paul Klee, lorsqu'il avance que, par notre connaissance de sa réalité interne, l'objet devient bien plus que sa simple apparence. Par notre connaissance que la chose est plus que son extérieur ne laisserait penser. Il n'est bien sûr pas nécessaire de nous engager dans un inventaire de citations en accord les unes avec les autres, sachons simplement qu'elles existent, qu'elles sont là, et qu'elles tiennent ouvert ce dépassement du voir par le penser. Une surprise de vue. Pour synthétiser et nommer l'excédent de visibilité qui déborde de la pensée, nous prendrons le terme générique de surprise de vue. Mot valise qui, de par sa connotation, remet en scène le médium photographique et insiste de par son préfixe sur la profusion du visible qui se tient au-delà du représenté. La surprise de vue représente une fusion des empans perceptifs et dynamiques, elle les convertit en starters, lesquels se joignent à l'intuition. La surprise de vue désigne la force éruptive de l'apparaître, du général et du particulier, que le percevoir déloge de l'image. Elle se rapproche quelque peu de ce qu'Érigel désigne par le terme de prajna, dans le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, à savoir une intuition qui saisit à la fois la totalité et l'individualité des choses. La surprise de vue alimente également, grâce à toute la puissance de son épiphanie, une forme de perception à même de transformer le regardeur en cet homme de la croyance que rapporte Didier Huberman faisant référence à la parole de Saint Jean devant le tombeau du Christ, c'est-à-dire, celui qui verra toujours quelque chose d'autre au-delà de ce qu'il voit lorsqu'il se trouve face à face avec une tombe. Il y a certes fort à croire qu'à travers la surprise de vue, se propage un parfum de vraisemblance, de crédibilité qui soutient le regard. Si cette senteur entretient la vraisemblance, elle prolonge également le cheminement du regard jusqu'au dévoilement de l'œuvre, jusqu'à son ouverture, jusqu'à sa renaissance. Tout comme il se dit pour l'homme qu'il est né, à l'instant où ce qui n'était au fond du corps maternel qu'un visible virtuel, lequel se fait à la fois visible pour nous et pour soi, l'œuvre d'art, l'œuvre de l'esprit relève de la même instance. La connotation maïeutique signale clairement l'aboutissement de ce que la perception est en mesure d'enfanter. Elle incruste indéniablement au sein du visible un stade de latence qui demande à être dépassé. La perception met en place la jonction nécessaire entre la chose là et soi. Elle est au spectateur ce qu'est le cordon ombilical à l'enfant, à la fois lien présent et séparation à venir, elle est l'intelligent au sens propre d'interlégère, lié entre. C'est elle qui amène au troisième œil, celui attribué aux images mentales, au monde du dedans, ultime lieu du visible. Raison pour laquelle une mise en condition et en confiance de ses aptitudes s'avère bénéfique. Ce que fait transparaître la lettre du 23 avril 1903 de Rilke suscitée. Au cœur de la perception, l'attention. Après les maniements successifs perpétrés autour de la question de la perception, tous généreusement ponctués de citations, de pensées grappillées, lesquelles ont amené tour à tour vers la distinction du voir et du savoir, vers l'assimilation du voir aux pensées, vers la mutation du voir externe au voir interne, une ultime approche et un ultime emprunt permettront d'ajuster un peu plus le contour, l'effet, le sens, l'essence de l'initiation au monde qu'implique la perception. Cet apport final puisera une fois de plus dans les mots et dans la pensée de Merleau-Ponty, particulièrement dans ce que le phénoménologue observe du concept d'attention. À travers cette notion se retrouve remarquablement désigné ce que la perception a de plus primordial et de plus marginal à la fois. Être une conscience en train d'apprendre et une viduité d'intention. Les quelques bribes suivantes éclairent un tant soit peu sur la nature du concept.
Ainsi l'attention n'est ni une association d'images, ni le retour à soi d'une pensée déjà maîtresse de ces objets, mais la constitution active d'un objet nouveau qui explicite et thématise ce qui n'était offert jusque-là qu'à titre d'horizon indéterminé. En même temps qu'il met en marche l'attention, l'objet est à chaque instant ressaisi et posé à nouveau sous sa dépendance. Il ne suscite l'événement connaissant qui le transformera, que par le sens encore ambigu qu'il lui offre à déterminer, si bien qu'il en est le motif et non pas la cause. Donné en ces termes dans Phénoménologie de la perception, l'attention relève manifestement d'une pleine projection à partir d'un socle vierge de sens. Elle est mise en route par l'objet perçu et s'en saisit ensuite, puis elle le relâche, le ressaisit, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle l'ait ouvert à sa connaissance propre. Ce qui fait dire à Merleau-Ponty que l'objet est motif, et non cause. Et le motif, dont il est à l'origine, se tient à l'état de latence parmi le visible, dont il n'est nullement la cause. La photographie se retrouve bien là-dedans. Elle met en acte une œuvre de l'esprit qu'elle occasionne sans cause ni pourquoi, juste par motif, par agrément, parfois éloignée de l'objet qu'elle représente. L'attention merleau-pontienne retranscrit la marque d'une motricité de la pensée visuelle, une reprise, une expérience indéfiniment réitérée qui, dans son renouvellement perpétuel, régénère le sens et la pensée qui l'enveloppe. Sa nature, décrite un peu plus loin, nous en apprend plus sur ses capacités de carottage au plus profond de la pensée. Mais quand je contemple un objet avec le seul souci de le voir exister et déployer devant moi ses richesses, alors il cesse d'être une allusion à un type général, et je m'aperçois que chaque perception, et non pas seulement celle des spectacles que je découvre pour la première fois, recommence pour son compte la naissance de l'intelligence et a quelque chose d'une invention géniale. L'insistance mise sur le caractère régénérant de l'attention permet à la perception ainsi faite de ne pas s'agripper aux aspérités creusées par la doxa. Elle offrirait plutôt la possibilité de se hisser par l'observation, par l'interrogation, par la curiosité vers les sommets, insoupçonnés jusqu'alors, d'un voir sans trace, ou à minima, non tracé. C'est dans ce lieu de couronnement du sensible que le regard se prend lui-même pour centre d'intérêt. À suivre Merleau-Ponty, cette consécration s'accomplit lorsque, au lieu d'abandonner au monde tout mon regard, je me tourne vers ce regard lui-même et que je me demande ce que je vois au juste. Serait-il alors possible d'augurer un voir du voir ? L'envisager se peut, le voir est une chose autre. 2.2 Approche de l'image rétinienne. Les images dans l'œil humain. Cela domine tout être humain. Du point de vue de l'œil. La fenêtre de l'âme. Le rapport au monde du dehors ainsi que sa traduction, sa codification, son décryptage, trouve dans le sens perceptif visuel un inestimable auxiliaire. La vue est un sens décisif et précieux, peut-être même le plus précieux à en croire Léonard de Vinci pour qui, comme pour d'autres avant et après lui, l'œil correspondrait à la fenêtre de l'âme. La perception visuelle est en effet une source sensorielle décisive fortement impliquée dans l'établissement des valeurs que tout un chacun accorde aux choses du monde. Statut privilégié qui place l'organe visuel dans un entre-deux situé entre sensible et intelligible, entre voir et savoir, entre le monde du dehors et celui du dedans. Sur ce registre, la photographie rejoue en partie l'activité procédurale de la vision. Multiples et connus sont les signes de convergence entre l'œil et l'appareil photographique. Le l'obturateur, répondant au fonctionnement des paupières à la cornée, véritable autofocus, en passant par le diaphragme qui agit sur l'image comme le fait la pupille, jusqu'aux lentilles constitutives de l'objectif, lesquelles travaillent sur le même mode que le cristallin jusqu'au support photosensible, totalement comparable à la rétine. L'ensemble, du moins une grande partie du processus de fonctionnement de l'œil, est sensiblement rejoué par la photographie par son processus et ses procédures. Le présent texte ne propose pas une visite interprétative supplémentaire de ces particularités communes. Non, tel n'est pas l'enjeu. Son intérêt s'est plus porté sur un moment optique particulier du cheminement lumineux, celui de l'image rétinienne. Bien que ceci ne constitue qu'une approche ajourée et dépouillée, elle ne présente pas moins l'ambition de prolonger et d'augmenter le questionnement jusqu'ici mené autour de la photographie. L'image rétinienne. Tout d'abord, notons qu'outre ces inéluctables correspondances entre œil et caméra obscura, l'étape rétinienne soutient de toute évidence le motif du retournement, de l'inversion. De plus,
et essentiellement, elle représente une étape intermédiaire cruciale dans la progression décroissante des dimensions de l'image. Il est vrai que l'image, en provenance du monde tridimensionnel, deviendra d'abord un monde plat, bidimensionnel. Image rétinienne, support photographique, dessin, peinture, pour finalement aboutir dans le monde unidimensionnel des images psychiques. Mais paradoxe, proportionnellement à l'amenuisement dimensionnel de l'image, sa complexité et son intérêt s'amplifient. Il apparaît que lorsque la profondeur physique de l'image décroît, sa valeur symbolique s'accroît, et dans le même temps son ampleur psychique surcroît. De fait, la profondeur est dans tous les sens du terme maintenue, elle change simplement de registre. Dans cet acheminement progressivement dégressif, l'œil, ou plus exactement le passage rétinien, correspond à une orée située entre l'extérieur, la lumière et l'intérieur, le cerveau entre deux mondes dimensionnels. L'image rétinienne est le lieu même du basculement entre multidimensionnel et unidimensionnel, sensoriel et intellectuel, soma et psyché. Elle établit un contact entre deux univers. Tournée vers les deux, elle institue le changement, la transformation. Voilà en quoi elle nous intéresse. Ce n'est sans doute pas sans raison que Nietzsche, considérant le conflit de l'art et de la connaissance, valorise à plusieurs reprises dans le livre du philosophe cet organe merveilleux dans lequel, dit-il, on peut observer comment a lieu la production imaginaire. On voit ici la production extraordinaire de l'intellect. C'est une vie en images. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.